Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Freebooks. Donc oui, on a trouvé pas mal de livres que j'ai déjà nettoyés, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y en a 2, 4, 6. J'espère que ça va pas être trop long pour vous, mais en tout cas tout ce que j'ai là c'est assez particulier parce qu'il y en a plein que je n'ai pas l'habitude de lire. Des auteurs, je parle, et bien évidemment aussi du contenu des bouquins, parce que les résumés que j'ai lus au dos des livres, c'est pas tout à fait ce que je lis d'habitude, mais j'ai envie de découvrir. Et on va commencer par ce petit livre poche aux éditions Folio, Jules César, William Shakespeare, de Barjavel, donc la peau de César. Je n'ai absolument pas l'habitude de lire ce type de littérature, mais j'avais envie de la découvrir. Donc ici, René Barjavel, je ne sais pas si ça date de 1985, ça me paraît, non. Ah bah on n'est pas loin, 1988, donc c'est assez vieux quand même. Nous sommes ici à 242 pages, il est plutôt bien conservé, j'ai envie de vous dire. Je vous lis la 4e de couverture. On doit jouer Jules César, dans les arènes de Nîmes. Le commissaire, Marie, reçoit... Marie ou Mary reçoit une lettre. Ce soir, les conjurés tueront vraiment César. Un assassin dans l'ombre, monologue. L'acteur Faucon s'écroule, à la fin de la représentation, devant 20 000 personnes, sous les applaudissements. Un merveilleux moment de théâtre. À ceci, près qu'il a été réellement tué, dans la lueur des projecteurs. Mary enquête entre le réel et l'illusion. Interroge les acteurs qui répondent à leur pseudonyme, à leur propre nom, à celui du personnage dont ils jouent le rôle. Ils ont entre eux des relations aussi complexes que dans la pièce de Shakespeare. Et voilà que Brutus, à son tour, ne se relève pas pour saluer les spectateurs. C'est sur un coup de théâtre, bien sûr, lui aussi soigneusement mis en scène, que s'achève La peau de César de Barjavel. Une passionnante intrigue policière menée sur le terrain du simulacre. Voilà, ça donne envie de découvrir. Je connais absolument pas ce type de lecture. Ensuite, nous avons ici William H. McRaven, ancien amiral de l'US Navy. Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. C'est un best-seller aux États-Unis, traduit dans de plus de 23 pays, aux éditions Dunod. Il est quasiment neuf ce livre, j'ai envie de vous dire. Connais pas du tout. Traduction de Noanifa Simon. Ah, il est neuf en fait. Regardez. Il n'a même pas été ouvert. Et c'est assez aéré, hein. Je pense que ça va se lire assez facilement. Nous sommes ici à 151 pages. William McRaven est l'amiral le plus connu et le plus décoré aujourd'hui aux États-Unis. Quand en 2014, il s'est adressé aux étudiants de l'Université du Texas pour leur livrer 10 principes de vie qui lui ont permis de réussir sa carrière et de faire face à des situations complexes et délicates en tant que directeur des opérations spéciales, son discours a soulevé un incroyable enthousiasme et la vidéo a été vue plus de 10 millions de fois. Dans cet ouvrage plein d'optimisme, William McRaven nous dévoile, à travers des situations rencontrées dans sa vie personnelle ou professionnelle, 10 règles de vie qui vont vous aider à surmonter les difficultés, à oser, à réussir, là où vous êtes persuadé d'échouer, à changer votre vie, et peut-être le monde. Et donc un petit peu de ce William McRaven, c'est un ancien amiral de l'US Navy. Il a passé 37 ans dans les forces spéciales de la marine de guerre, Navy SEALs. En tant qu'amiral, 4 étoiles, il a commandé l'ensemble des forces spéciales américaines, poste au sein duquel il dirigea l'opération visant à la capture de Ben Laden. Eh ben dis donc, voilà. Ensuite, vous connaissez mon amour pour Juliette Benzoni. Tout est très différent, mais après bon aussi j'ai quand même la petite collection qui fait suite en fait. À chaque fois soit c'est des trilogies, soit c'est des sagas et j'espère pouvoir en avoir quand même au moins une jusqu'à la fin, du début à la fin, mais bon je ne sais pas. Là c'est le tome 2, La Chambre du Roi, le temps des poisons. Ici aux éditions France Loisirs, le livre il est quasi neuf aussi, en super bon état.
et 458 pages. Et donc, en dessous, il est tout vert comme ça. C'est pas du tissu, c'est du carton. Je vous lis le 4e. Alors que la reine Marie-Thérèse meurt dans des circonstances suspectes, la jeune Charlotte de Frontenac disparaît. Aperçue pour la dernière fois entrant dans le cabinet du roi à la suite du souverain, elle semblait bouleversée. Depuis, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Un effacement sans grande importance au milieu du déploiement des cérémonies funèbres. Pourtant, certains s'interrogent et, parmi eux, Madame de Montespan, dont la faveur royale vacille mais qui aime bien Charlotte, décide d'alerter le lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie. Ce qu'ils finiront par apprendre est proprement terrifiant, et quand la jeune femme reparaît, soudain, chacun peut constater qu'elle n'est plus la même. Que s'est-il passé durant ces mois d'absence qui ont mis au supplice ses proches, sa cousine Léonie, et surtout Alban de la Lande, ce jeune policier qu'il aime d'un amour sans espoir. Sympa. Un petit policier historique, mais romanesque à la fois. Puis Laure Charpentier perd un père et passe. C'est un récit aux éditions Dunmail. Nous sommes ici à 250 pages, en très très bon état aussi. Et ça, il me semble que c'était assez intéressant également. Mon père était un joueur, un vrai. À ce monsieur Henri, qui s'acharne à ruiner la famille, sa fille voue une haine féroce mêlée de fascination. Fuyant le rôle de victime qu'a choisi sa mère, elle réinvente son destin. Entretenue par Inès, une richissime américaine qui lui offre le train de vie dont elle a besoin, Georges, habillé en homme, vit désormais la nuit. Déclandé sordide au salon littéraire, du pavé de Pigalle au club lesbien de Montparnasse. Elle plonge au plus intime du Paris, interlope des années 60, quand la nuit était encore une fête. Avec un goût sauvage de la défonce, noyant sa vie dans l'alcool sans trêve, comme son père a joué la fortune familiale, elle mise père et se refait sur le tapis vert du destin. Père impair et passe. Car tout passe, en effet, et Georges sortira de la nuit avec la même aisance qu'elle y est entrée. Ça va être un livre des addictions au final. Donc, présidente fondatrice de l'association SOS Alcool Femmes, Laure Charpentier mène de pair une vie de militante et d'écrivain. Elle est l'auteure de L'amour en plus, chez Stock en 1976, et de Toute honte, édition de Noël, de 1981. Voilà. Bon, je pense que ça va être quelque chose d'assez bouleversant et profond, je pense, comme lecture. Ensuite, on a ceci. Et comme vous savez, moi, j'adore tout ce qui est un peu sorcellerie, enfin voilà, dans les bouquins, je parle. Fabienne Reboul-Scherer, La forêt des sortilèges. Aux éditions Le Grand Livre du Mois, en très très bon état. On est à 333 pages. Je vous lis la 4e. Au printemps de 1844, en Basse-Normandie, une série de viols et de meurtres de femmes viennent endeuiller la Ferrière Saint-Éloi, village perdu au cœur de la forêt qui vit autour de ses forges à l'ancienne. Après la disparition du trop séduisant sorcier du village, guérisseur, ensorceleur et faiseur d'anges, un juge d'instruction de Caen dépêche à la Ferrière Saint-Éloi l'inspecteur Rouel et un jeune élève de l'école normale d'instituteur pour l'assister. À la faveur de cette intrigue policière, Fabienne Reboul-Scherer fait revivre un univers en crise où coexistent des forestiers semi-nomades, sans état civil ni grand respect pour les lois du royaume, et des ouvriers métallurgistes traditionnels. L'arrêt, à la fin du récit, du feu du haut fourneau et l'achèvement de la combustion de la meule construite par les charbonniers préfigurent l'extension de 2 modes de vie que la modernité a déjà, au milieu du XIXe siècle, condamnée. Fabienne Reboul-Scherer, née en 1956, a écrit notamment La vie quotidienne des premiers instituteurs en 1833-82 et publie
ici son deuxième roman historique. Donc c'est que son deuxième roman historique. Donc du coup, je ne sais pas s'il continue d'écrire. Celui-ci, il date de quand? Et vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est historique, ça j'adore. 1995, voilà. Et enfin, le dernier livre de ce Free Books, donc c'est celui-ci, le livre de Malika Ferdjouk. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Ferdjouk. Je vous avoue, pareil, la lecture n'est pas tout à fait commune pour moi, en fait. Donc, Suspecte, chaque femme a un secret, Michel Lafon. Mais ça a l'air sympa. En très très bon état. Nous sommes ici à 388 pages. Je vous lis la 4e. Au cours d'un cocktail dans un grand hôtel de Bordeaux, une inconnue à moitié dénudée a le mauvais goût de passer à travers la verrière art déco et s'écrase sur le piano à queue. Dans une main, un pistolet Magnum. Dans l'autre, un papier froissé sur lequel figurent 4 noms de femmes. 3 d'entre elles sont présentes sur les lieux. Elles ne se connaissent pas. Elles n'ont rien en commun. Marina, mère au foyer, est heureuse avec son mari et ses 2 enfants. Claude, chirurgienne esthétique réputée, se console d'un mari envolé en garnissant son compte en banque. Juliette, la plus jeune, assistante dans une société de cosmétiques, voit s'ouvrir devant elle un avenir professionnel radio. Bref, des vies sans histoire. Elles doivent pourtant cacher quelques petits secrets pour que l'angoisse monte à ce point. Un petit peu de Malika Ferdjouk. C'est une romancière, auteure d'une 50aine de téléfilms, à le génie des intrigues à tiroir, des ambiances noires et des situations insolites. Ah, ça va être sympa. Voilà, donc écoutez, à découvrir avec un grand plaisir. Donc c'était tout pour ce Freebooks. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, les lectures ne sont absolument pas communes à ce que je lis d'habitude, mais ça me donne très très envie de les découvrir. Sur ce, pensez à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous les connaissez, peut-être ça vous donne envie aussi de bouquiner certains. Pensez à vous abonner également, à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!